Graton. Alors d'abord, la photographie a de plus en plus d'importance dans notre discipline, l'architecture. C'est aujourd'hui l'élément numéro 1 de consommation de l'architecture, à travers toutes les applications Pinterest, ArchDaily, Design Boom, etc. etc. Et on avait avant de l'architecture de façade, on a aussi aujourd'hui des architectures qui sont presque dessinées pour la photographie, qui sera en front cover et qui va faire la réputation ou pas de l'architecte. Dans ce cadre-là, je m'étais intéressé parce qu'on ne peut pas réduire la photographie en architecture à cette caricature, à faire des cartes blanches aux photographes en architecture. C'est dans ce cadre-là qu'on avait reçu depuis quelques années pas mal d'architectes, dont Philippe Ruot et quelques autres, donc qui sont des témoins, qui certains ont l'exclusivité de Massimiliano Fuxas, de Jean Nouvel, de Hein Koulas, et qui qu'on croise dans le monde entier à chaque inauguration de bâtiments, qui font les campagnes photographiques de l'ensemble de ces stars d'architecture, parce que dans le monde de la photographie, comme dans le monde de l'architecture, il y a des stars. Philippe Ruot, c'est quelqu'un qui va de Séoul à Chicago, puis qui fait le tour du monde pour prendre en photo des bâtiments. Il y a un paquet de photographes comme ça. Il y a aussi les photographes nationaux, régionaux, locaux, puis il y a l'ami photographe qui va transformer votre projet en quelque chose de magnifique, parce que la focale, le point de vue, la composition, le choix de l'image, tous ces domaines de la photographie sont des domaines que nous travaillons aussi, maîtrisons à travers le projet architectural, le choix. Alors aujourd'hui c'est plus facile, mais vous voyez bien que sur SketchUp, vous placez des caméras pour faire des prises de vue, mais quand il fallait une semaine pour faire une belle perspective à la main, il ne fallait pas se tromper sur quel angle, dans la géométrie descriptive, à 60, à 70 degrés, en perspective cavalière, ou de façon à augmenter l'effet dramatique de l'angle d'un bâtiment, ou son entrée, ou au contraire, apaiser. Enfin, tout ce travail sur l'échelle, c'est un travail qu'on trouve aussi à travers l'œil du photographe, et c'est en ce sens que nous invitons des photographes. Aujourd'hui, c'est à la fois ça aussi, et c'est aussi très différent, puisque nous avons un photographe de cabane. Je ne sais pas si c'est un titre, mais ça va le devenir peut-être. En tout cas, des cabanes de combat. Et donc, voilà, on a le plaisir de recevoir Philippe Graton, qui est aussi un très bon ami, qui est bruxellois, pour simplifier, qui n'est pas que photographe, et qui n'est pas que photographe d'architecture, et même loin de là. Par contre, il a fait un travail exceptionnel à travers plusieurs campagnes sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais tout ça, il nous l'expliquera lui avec ses mots. Ce qui m'a intéressé dans sa démarche, c'est la façon qu'il a d'aborder le sujet, mais presque à la façon, évidemment, d'un reporter, qui est aussi, qui témoigne de situations, mais quasiment d'un anthropologue. Et je pense que le rapport avec l'anthropologie et notre discipline aussi est extrêmement étroit, et que ce regard enrichit nos expériences, vos expériences. Et c'est à ce titre que j'ai voulu que Philippe soit là. Je ne vais pas parler de Notre-Dame-des-Landes, mais en tout cas, je vais vous dire que par ailleurs, ces photos sont un récit, que le récit, là aussi, tu l'organises à travers ton travail de scénariste, puisque tu es scénariste de bande dessinée, avec un héritage important sur comment continuer une histoire, comment continuer aujourd'hui ce récit à travers l'image, qui est un format très spécial aussi, qui est la bande dessinée. Et donc il y a une efficacité aussi redoutable que la photographie, puisque
quelques images, quelques mots, et pas tout un roman, pour décrire tout ce travail. Donc l'ensemble de cette mosaïque de talents, ensemble, je trouve, traverse le papier, traverse l'écran, qui a une incroyable efficacité dans ton regard depuis toujours. Je vous invite tous à vous inscrire sur un truc que je trouve absolument génial, qui s'appelle Wednesday. Alors j'ai toujours un mal avec les mercredis. Wednesday Shot, qui est quoi, un blog? C'est un blog. Le Wednesday Shot, c'est en fait le mariage de mes deux activités d'écriture et de photographie. Et c'est une photo simplement que je poste chaque mercredi avec une petite histoire de 4 ou 5 pages. Ça s'appelle The Wednesday Shot. De 4 ou 5 lignes. 4 ou 5 pages, il n'y aurait plus d'abonnés. Et donc, tu en parleras après, c'était juste pour dire que Wednesday Shot, c'est un truc génial. C'est vraiment une bouffée de bonheur. Quand il ne sort pas le mercredi, quand le jeudi, je ne le vois pas, franchement, tout le monde est en manque. Parce que ça touche à tout, ça parle de tout, mais c'est toujours ton regard et cette spécificité du regard. Donc, 1000 fois merci d'être venu. Je n'excuse pas ces abrutis d'étudiants et d'enseignants qui n'ont pas relayé l'information, parce que ici, ça devrait être à moitié plein. J'en suis désolé, mais en tout cas, je félicite et je remercie ceux qui sont venus pour t'écouter et pour te regarder. Merci beaucoup, Georges. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être là aussi. Pour moi, il y a beaucoup de monde, parce que faire rentrer tout le monde là dans une cabane, ça craquerait. Donc, je sais surtout que c'est l'heure où on a faim, et après une journée de cours, si vous venez ici, c'est que ça vous intéresse vraiment. Donc c'est plutôt moi qui vais essayer d'être à la hauteur. En fait, je ne suis pas architecte et j'y connais rien en architecture. J'aurais adoré faire ces études-là, parce que je me rends compte que l'architecture, il y en a partout, et dans mes deux métiers. Photographier des cabanes, c'est pas mon métier, mais là j'étais amené à le faire. Bien entendu, il y a plein de questions d'architecture qui se posent, et dans mon autre métier qui est l'écriture de scénario, c'est-à-dire la dramaturgie, on se rend compte également qu'il y a des règles d'architecture dans les récits qui datent de la Grèce antique et qu'on retrouve dans le cinéma, dans le théâtre, dans la bande dessinée, dans le roman, dans n'importe quoi, et que si les règles de base d'architecture ne sont pas respectées, le récit ne tient pas debout et s'écroule. Et donc l'architecture est partout. Vous étudiez un domaine qui est passionnant, parce qu'il ne va pas seulement être question, je pense, de construire du bâti. Voilà, ça touche à beaucoup d'autres choses. Comment vous parler de ce sujet-là? Notre-Dame-des-Landes, c'est... alors, tout à l'heure, j'ai eu la chance de pouvoir déjà échanger avec les premiers qui étaient arrivés. Bon, mais tout le monde connaît la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Vous avez entendu parler de ça, mais vous en avez entendu parler d'une façon assez unilatérale et caricaturale, parce que la plupart des médias ont présenté la ZAD d'une certaine façon, et en fait, c'était très difficile de faire autrement, parce que arriver sur la ZAD, c'est voilà à quoi on se heurte. Arriver sur la ZAD, en plus comme je l'ai fait, la bouche en cœur, tout à fait innocent, parce que je voulais moi photographier des cabanes. J'avais entendu dire que pour protéger un lieu, mais c'est un lieu qui fait... c'est une zone qui fait 10 km sur 2 km, en fait, la surface nécessaire à la construction d'un aéroport. Pour protéger un lieu, des opposants avaient construit des cabanes. Donc, moi, Français vivant à Bruxelles, non, c'est loin, j'en savais pas plus, je suis parti là-bas pour photographier des cabanes, ne me doutant absolument pas de ce qui se jouait là-bas et de la lutte qui se jouait là-bas. Et donc, arriver sur la ZAD avec un appareil photo, c'est une très mauvaise idée, parce que qui a un appareil photo? C'est principalement pour eux la police, qui essaye de les photographier, parce que ce sont des opposants, parce que ce sont des militants, parce que beaucoup ont été dans des manifs violentes, et ils cherchent à recouper les images de manifs pour faire des arrestations. Donc ils détestent les appareils photo, les habitants de la ZAD. Ou alors, si ce n'est pas des flics, c'est pire, c'est des journalistes. Et les journalistes, en effet, ont donné une très très mauvaise image dès le départ. Tout n'est pas rose sur la ZAD, mais il n'y avait pas que des ultras violents et des punks à chiens, et quand bien même. Et donc,
à force, ils n'ont plus du tout laissé rentrer les journalistes. De toute façon, les journalistes aujourd'hui, ils répondent à une économie dans la presse qui fait que Coco, on t'envoie sur la ZAD, mais à midi tu dois être rentré parce qu'il y a la salle des fêtes de Trifouille-les-Oies où il y a la remise des médailles du tennis, et puis il y a... Non. Aller faire des photos et comprendre ce qui se passe dans un lieu et essayer de photographier pas seulement des gens, mais une forme de pensée, ça prend du temps, ça prend énormément de temps, et aujourd'hui, plus aucun photographe ne peut faire ça. Moi, heureusement, c'est des scénarios de bande dessinée qui mettent, comme on dit en Belgique, des tartines sur la table, parce que ça, aller passer 4 ans à retourner 17 fois à photographier un lieu, plus personne ne peut faire ça. Aujourd'hui, ce sont les artistes qui vont avoir un rôle de plus en plus je ne veux pas dire d'archives, mais c'est presque le cas, mais de documentaires pour essayer de montrer ces choses-là. Donc en fait, ce qui m'emmène sur la ZAD, c'est l'attrait pour les cabanes. On va en parler des cabanes tout à l'heure. L'un de vous me disait que c'était un vrai sujet pour lui parce que ça représentait beaucoup de choses. Et en effet, les cabanes, c'était un besoin qui vibre en nous depuis l'enfance. C'est, je pense que vous avez tous, garçons et filles, fait des cabanes. Et les premières, c'est peut-être avec ces draps, ces couvertures ou les coussins du canapé du salon. C'est fou, c'est ce besoin à la fois d'indépendance, de se construire un univers à soi, de protection, c'est aussi une envie de découvrir le monde, c'est un symbole de l'aventure, de l'indépendance, et on va le voir là-bas, ces cabanes, en fait, vont symboliser une forme de pensée, une forme de lutte, une forme d'opposition à quelque chose, et on le verra tout à l'heure dans des photos, ces cabanes ont une dimension politique. La cabane est une construction politique, je pense que toute construction d'ailleurs est un acte politique, mais on verra là, dans ces cabanes, en quoi elles le sont, en quoi elles sont également une affirmation d'une façon de vivre respectueuse de l'environnement, d'une façon de vivre de façon non économique et non marchande. La cabane, ça ne vaut rien en termes d'immobilier. Ce n'est pas quelque chose de monnayable, ce n'est pas quelque chose qu'on peut léguer à des héritiers dans un testament. Et c'est quelque chose qui ne donne pas d'inscription au cadastre ou qui ne donne pas de domicile fixe, bref, tout ce que le pouvoir déteste et ce que ces gens-là revendiquent aussi. Donc on va voir toutes ces différentes faces de la cabane, elles sont intéressantes et on verra quelques exemples tout à l'heure. C'est aussi, et c'est le titre de l'exposition, qui est à Apollonia. Apollonia, tout le monde connaît, ce centre d'art. On va en parler. Les étudiants en architecture ne s'intéressent pas là. Ah non, c'est pas vrai, je crois pas ça. C'est un centre d'art Apollonia qui est à Strasbourg. Il y a une exposition de ces photographies que je vous invite à aller voir, parce que même si je vais vous en montrer certaines en projection, ça n'a rien à voir avec des vrais beaux tirages parités photographiques faits en labo, plus d'autres tirages beaucoup plus grands que vous pouvez voir là-bas jusqu'au 22 octobre, je pense. Donc je vous laisserai ça en partant. Ça te suffit la lumière? Oui, moi ça me suffit. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais peut-être laisser ces photos défiler pendant que je vous raconte ce qui est... pendant que je vous parle de ces cabanes, que je vous raconte aussi ce qui se passe sur place, peut-être un bref historique de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et qu'après on puisse parler cabane, travail photographique, enfin... Moi, je vous propose très très vite de passer ensuite aux questions-réponses, parce qu'on avait commencé tout à l'heure, et voilà, c'est sans doute ce qui est le plus intéressant. Formule, c'est plus une rencontre avec le regard du photographe qu'une conférence. En fait, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, je pense que je vais pouvoir mettre ça en diaporama. Oui, très bien. Quelqu'un connaît ce que veut dire l'acronyme ZAD ? Oui. Alors, à l'origine, c'est un acronyme de l'administration française, parce que le projet de construire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes date du général de Gaulle de 1963.
c'est un projet qui a été un véritable serpent de mer. Et ZAD, c'est une zone d'aménagement différée, c'est-à-dire une zone que l'État convoite pour un projet. Il va donc y avoir toute une procédure de vote d'utilité publique, d'expropriation des paysans ou des habitants, d'achat des terres, en l'occurrence là, de vente des terres et d'une concession pour 55 ans à Vinci. Et c'est cette zone d'aménagement différé qui va devenir une zone à défendre telle que la rebaptisent les zadistes. Et on va y revenir tout de suite parce qu'il y a des photos importantes qui sont passées. Et aujourd'hui, la ZAD existe toujours, après pourtant les évacuations violentes qu'il y a eu en avril et mai de l'année dernière. Beaucoup de lieux ont été détruits, hélas, parce qu'il y avait des lieux qui, franchement, ne gênaient personne et qui étaient d'une inventivité en termes d'autonomie, d'autosuffisance énergétique, qui apportaient des tas de réponses à des questions que tout le monde se pose aujourd'hui. Mais les instructions ont été données aux forces de l'ordre de ne rien laisser. Ils ont dû arrêter un moment de tout détruire, parce que les combats étaient d'une telle violence, vous ne l'avez pas vu non plus, il n'y avait pas de journalistes. Les journalistes qui s'approchaient de la ZAD au moment de ces expulsions étaient dirigés par la gendarmerie vers la salle de presse, s'il vous plaît, il y a des chips molles et des boissons tièdes, et on va vous donner des images libres de droit. Ah bon, disaient les journalistes, et ils y allaient. Donc je pense que j'étais, je ne veux pas dire le seul, mais un des très rares à prendre des photos pendant ces affrontements. Et là, ces affrontements ont été d'une telle violence. Il y a eu en nombre de blessés, de fractures, de blessures, d'œils perdus, de mains arrachées, il y a eu un moment, une conférence de presse spontanée des médecins secouristes urgentistes qui étaient venus dans la ZAD pour aider et pour donner un coup de main. Ils ont dit qu'il faut arrêter parce qu'il va y avoir un second Rémi-Fraisse dans les heures qui suivent. Et là, la préfète de Loire-Atlantique a inventé un document qui n'existait pas, qui était une fiche individuelle pour proposer un projet, et si ce projet était accepté, eh bien, les gens pouvaient garder leur habitat sur la ZAD. Et donc là, il y a eu toute une polémique dont on parlera, parce que certains ont dit non, c'est pactisé avec l'ennemi, d'autres ont dit ouais, mais on ne va pas tenir encore très très longtemps, donc engouffrons-nous dans cette brèche et sauvons ce qui reste de la ZAD. Ça, on en parle après, si vous voulez, tout à l'heure. Mais dans l'histoire de la ZAD, il faut savoir que cette zone, comme je vous l'ai montré, de 20 km, carrés, c'est-à-dire en tout c'était 1850 hectares, c'est une zone de bocage, de prés, de champs, de forêts. C'est totalement incontrôlable. Ce qui s'est passé quand le projet d'aéroport a commencé à se concrétiser sous Jospin dans les années 2000, 90 ou 2000, beaucoup de paysans de cette zone d'aménagement différé ont accepté le dédommagement proposé par l'État pour laisser leur ferme partir, sauf quelques-uns. Toute la Gaule, non. Sauf quelques-uns qui, et vous allez voir que les similitudes avec le village gaulois et les légions romaines sont nombreuses. Quelques paysans refusent en disant d'abord on ne veut pas d'aéroport, il y a déjà un aéroport à Nantes, c'est bon, il n'est pas saturé, contrairement à ce qu'on dit. Ensuite, il y a 160 aéroports en France, alors qu'en Allemagne, qui est plus grande, il y en a 49, c'est bon, on n'a pas besoin de ça ici, donc on s'oppose à ça. Et comme les 3-4 paysans que nous sommes n'allons pas être suffisamment forts pour occuper cette zone, ils ont invité des opposants, des gens qui étaient du même avis qu'eux, à venir occuper la ZAD pour empêcher les travaux. Et c'est là que la zone d'aménagement différé est devenue zone à défendre. C'est amusant parce qu'aujourd'hui, il y a des conflits entre les paysans qui veulent récupérer ces terres puisque l'aéroport ne se fera pas, et les zadistes qui sont venus là pour protéger ces terres, courageusement parfois, qui s'y sont installés, et à qui les paysans disent « Les gars, merci, maintenant, laissez-nous, on a besoin des terres ». Parce que si l'aéroport n'a pas été construit, c'est grâce aussi aux opposants qui sont venus le défendre. Donc, rien n'est simple
comme vous allez le voir, même au sein même des opposants qui viennent pour se faire de toutes les régions, pas seulement de France mais d'Europe, avec tous une motivation commune, c'est d'empêcher les travaux de l'aéroport, mais on a affaire à des personnes qui viennent de milieux totalement différents, avec des convictions. Ils ont tous des convictions communes, mais il y a aussi là-dedans des pacifistes, des primitivistes, des véganes, des non-violents, des violents, des personnes qui tuent le cochon, d'autres qui sont d'une culture ou qui ont des moyens. Enfin, il y a beaucoup de différences entre toutes ces factions, et tant qu'ils sont menacés, ils font front et ils sont unis. Dès que les forces de l'ordre leur laissaient un peu de champ, des dissensions internes commençaient. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pour en revenir vite dans la chronologie des événements, en 2012, après qu'il y ait eu le contrat signé par, à l'époque, le maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, qui se retrouve Premier ministre et qui, fort de ce pouvoir, fait les contrats avec Vinci, qui donne à Vinci une concession pour la construction de l'aéroport, du barreau routier autour de l'aéroport et de l'exploitation de l'aéroport pendant 55 ans, donc c'est une très grosse affaire. Il y a pour ça une déclaration d'utilité publique qui est votée, il y a évidemment, tous les opposants font des recours, il y a énormément de batailles juridiques au niveau français et au niveau de la Cour européenne. Il se passe énormément de choses, mais au bout d'un moment, ils décident en 2012, ça suffit maintenant, on dégage cette zone, et la plus grande opération militaire en France, puisque les gendarmes sont des militaires, depuis mai 68, va avoir lieu à Notre-Dame-des-Landes. C'est en termes de nombre de compagnies de CRS et d'engins blindés, d'engins de chantier pour démolir les arbres dans lesquels il y a des cabanes, pour démolir les fermes, enterrer les morceaux, pour évidemment chasser les occupants et tout, c'est une opération gigantesque. Le préfet de Loire-Atlantique, qui a sans doute jamais lu un Astérix, baptise cette opération César. Et c'est un fiasco, évidemment. C'est un fiasco parce que même si vous arrivez en étant extrêmement brutal à déloger des personnes, c'est pas une zone fermée. Cette zone de bocage de 20 km, les gens reviennent. D'autant plus que les zadistes, dans ce cas-là, sont des irréductibles. Je vais vous montrer une ou deux photos de cabanes. Est-ce qu'il y a une photo? Vous voyez les branchages qu'il y a sur ces cabanes? C'est pas une question de style. Ce sont des cabanes de combat, c'est-à-dire qu'il y a une véritable connaissance des règlements de police, de gendarmerie, de garde mobile. Il y a, en temps normal sur la ZAD, il y a 300 zadistes. Pour expulser une personne, les forces de l'ordre ont, et c'est leur règlement, doivent être 3 par personne à arrêter et à évacuer. Ça veut dire 900 gendarmes à déplacer, plus la réserve, ça fait 1800 gendarmes. La réserve doit avoir une réserve à moins de 20 km. Ça fait 1800 plus 900, 2700 gendarmes pour déloger 300 personnes éparpillées dans la nature. Lorsque l'opération de gendarmerie, l'opération carrément militaire commence, les zadistes montent dans les branchages. Dès qu'ils sont à plus de 2,50 m du sol, les gendarmes n'ont plus le droit d'y toucher. Ils doivent appeler une brigade spéciale à Rennes, qui vient avec des baudriers, des mousquetons, des trucs, des échelles, des machins, etc., qui met une journée à s'installer. Et quand ils se sont installés, les zadistes ils ressautent dans le pré et ils repartent. Donc ils m'expliquaient, là-bas, tous les flics dans le coin sont sous Prozac, ils sont complètement déprimés. Et même quand ils arrivent à nous attraper et à nous virer, on revient, on est comme la gale. Et on va les décourager à force de ça. Donc l'opération César a lieu, elle fait très mal, mais les zadistes reviennent. Je vais remettre ça en
Voilà, attends. Je vais remettre ça. Voilà. Alors, ça fonctionne? Yes. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ce que je viens de vous raconter, je l'ai appris sur place en étant assez mal reçu au départ. Pourquoi assez mal reçu au départ? Parce que moi j'arrive là-bas, comme je vous dis tout à l'heure, avec un appareil photo. Je commets même l'erreur, comme je lis en me renseignant avant de partir, je prends une carte IGN, un stabilo, je reporte la zone où doit se trouver la ZAN, je pars, je lis que ce sont des sentiers détrempés, que c'est une zone humide, un bocage avec des chemins de terre, des ornières qu'un véhicule normal a beaucoup de mal à franchir. Donc, comme je n'ai pas de 4x4, je demande à un ami qui en a un de me prêter un 4x4 et j'arrive là-bas, non seulement avec un appareil photo, mais avec un gros 4x4, la faute de goût. C'est pas du tout dans l'esprit de gens qui se déplacent à pied, à vélo et qui sont plutôt tendance décroissante. Donc en effet, je suis mal reçu, mais parfois très mal reçu. Il y en a qui sont violents, il y en a qui me lâchent les chiens, il y en a qui me disent casse-toi, c'est une zone de lutte, on ne veut pas de journalistes. Oui, mais je suis photographe, c'est la même chose. Et puis très vite, j'en rencontre d'autres. Alors là, vous voyez des photos. Là, vous voyez des photos, en fait, de personnes, en plus des cabanes. Il faut dire que les photos de personnes, ça commence peut-être au bout de 2 ans d'y aller régulièrement. Pendant 2 ans, il y en a qui m'autorisent, il y en a beaucoup qui m'interdisent de sortir un appareil photo, il y en a qui finalement me laissent photographier leur cabane, il y en a beaucoup qui disent non. Habituellement parce qu'on ne veut pas être photographié, parce que c'est cela. Il y a une nana qui me dit parce que j'ai pas fait le ménage, mais c'était la seule fois qu'on m'avait opposé cette raison. Mais en fait, la difficulté, c'est qu'il ne voulait absolument pas être photographié pour tout un tas de raisons. Il y en a beaucoup qui étaient recherchés, qui étaient là pour d'autres faits, des manifestations, des choses comme ça. Et donc en fait, c'est en m'obstinant, parce que plusieurs fois quand même, je pars de là en me disant, je pars de là extrêmement agacé, complètement démotivé, en me disant, mais plus jamais je remets les pieds à cet endroit, qu'on coule une dalle de béton sur cette bande de crétins et qu'on y mette un aéroport et qu'on n'en parle plus. Et puis très vite, je me rends compte que j'ai découvert autre chose que ce que j'étais allé chercher. Je suis parti là-bas à la recherche d'une beauté esthétique, les cabanes, et en fait, en parlant avec ceux avec qui je pouvais parler, en découvrant ce qu'il y avait comme lutte, en découvrant que cette lutte était en fait un prétexte qui en est tous des gens là, mais que ces gens ont développé sur cette zone où ils ont eu une paix royale quand même, à part l'opération César, pendant 10 ans. Il n'y a pas un policier qui est rentré sur la zone pendant 10 ans. Ils ont développé là une société, une tentative, une expérimentation de société sans argent, en échangeant, en étant respectueux de l'environnement, et en se disant, ça peut fonctionner aussi comme ça. On n'a pas besoin, on peut s'épanouir autrement que dans la performance et la consommation. On peut s'épanouir on peut être riche de savoir, de vie commune, d'échanges de techniques et de ces choses. Et donc, j'étais parti à la recherche d'une beauté esthétique, et je découvre une beauté humaine. Il y a de tout, hein. Il y a plein de contradictions, il y a plein de trucs qui tiennent pas debout, il y en a qui vont pomper l'électricité sur le truc EDF, ils se soignent beaucoup avec des plantes, mais si jamais il y en a un qui a une crise d'appendicite, il va quand même au CHU de Nantes. Il y a bien entendu qu'il y a des contradictions, bien entendu que ce n'est pas un monde parfait, bien entendu qu'il y a beaucoup de friction et d'opposition entre certains d'entre eux. Mais en attendant, ces gens ont des convictions et ils quittent tout pour aller les vivre. Des gens qui ont des convictions et des théories, j'en entends régulièrement dans des dîners en ville. Mais des gens qui laissent tout tomber pour aller dire eh bien, on va vivre comme ça et on va mettre ça en pratique, ça c'est pas courant. Et je rencontre ça là-bas. Et c'est ça qui fait que j'y retourne. Même quand je suis mal reçu,
je me dis, mince, si tu ne fais pas ces photos, si tu ne documentes pas ce qui se passe là, si tu n'essayes pas de saisir cette forme de pensée et ce nouveau chant qui s'élève de cet endroit-là, personne ne va le faire. Et c'est pour ça que je continue, en fait. Et donc, quand je vous disais que presque 2 ans sans photographier des gens, c'est parce qu'à force de revenir avec des photos, vous avez peut-être vu sur la vidéo tout à l'heure, je montre des photos à certains, c'est pas innocent, parce que là, ils commencent à comprendre ce que je fais, ils commencent à dire « Ah, mais c'est beau ce qu'on fait, en fait ». Et à ce moment-là, petit à petit, je vais être beaucoup plus accepté. Ils vont arrêter de me prendre pour un flic infiltré, parce que c'était un des grands débats, je l'ai appris après, au sein des zadistes, c'est que ils ont les renseignements généraux sur le dos, qui envoient des infiltrés pour essayer de les photographier là aussi, etc. Les renseignements généraux, je pense que ça a changé de nom entre-temps en France, c'est plus les renseignements, mais pour eux c'est toujours comme ça que ça s'appelle. Moi je ne savais pas ce que c'était, parce qu'en Belgique ce service ça s'appelle la sûreté de l'État, les renseignements généraux je ne sais pas ce que c'était, et donc le diminutif c'est les RG, et quand j'arrivais quelque part, il y avait des zadistes qui disaient « Attention, attention, RG », en me montrant. Et moi je ne voyais pas le rapport avec Tintin. Pourquoi j'avais pas de petit chien blanc et tout, pourquoi ils parlent de RG en me montrant, enfin voilà, bon. Ils savent quelque chose avec la bande dessinée ou pas, mais voilà. Et donc, petit à petit, cette méfiance, pour certains même cette paranoïa, va disparaître. Quand je parle de méfiance, vous voyez ces photos, elles sont faites à l'argentique, au format carré. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un Rolleiflex. Ces appareils où on met des bobines de film avec 12 vues, on regarde par en haut, on fait sa mise au point comme ça. Un jour, il y a un zadiste qui prend mon appareil, qui regarde de dos, qui fait « Montre un peu les photos que tu as faites aujourd'hui. » Tu ne vas rien voir, c'est pas un digital, tu ne peux pas regarder au dos immédiatement les photos. Le film doit être développé, ça prend du temps. Et donc je me dis, cool, là je vais être complètement disculpé parce que aucun policier, aucun infiltré n'a travaillé à l'argentique, à l'ancienne. Et le gars me fait « Ah ouais, pas con. Tu fais des photos à l'argentique, comme ça on ne peut pas vérifier ce que tu as photographié. » Et ça devient un élément à charge et pas à décharge. Donc ça dure longtemps. Et donc, je vais reprendre. Vous allez voir des photos de personnes, des photos de cabanes, des photos d'activités en commun. Pourquoi j'ai mis tout ça en vrac? C'est parce que je pense que vous ne pouvez pas avoir une idée de ce que je montre et de ce qu'est la ZAD si vous n'avez pas cette vue d'ensemble. Et même si votre sujet est l'architecture et les cabanes, c'est très important parce que le devoir, alors il y a tout le métier, là il y a le forgeron, vous en avez vu d'autres, vous en verrez d'autres encore tout à l'heure. Ce petit monde s'organise avec la culture, un boulanger, ils font leur propre bière. Et ce qui va caractériser la cabane dans ce cas-là, c'est le fait que elle a une dimension de lutte, notamment dans sa construction, les branchages dont je vous parlais tout à l'heure qui ont un rôle stratégique. Elle a une forme, alors lui on va en reparler, ça c'est intéressant. Mais on va en reparler du gars que vous avez vu, qui s'appelle Alex. Elle a une dimension écologique, respectueuse de l'environnement. La cabane est quand même faite de ce que l'on trouve sur le lieu, des matériaux, de la forêt, de ce qu'on trouve. Et elle est générée par le lieu. Et une cabane qu'on abandonne ou qu'on détruit, elle retourne à son élément. Elle ne laisse finalement pas de traces. Et là, dans la façon de fabriquer les cabanes, c'est ça aussi, qu'on ne coupe pas de bois, on ne coupe pas de branches, on n'alimente rien à l'environnement. Même le théâtre, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, il y a un grand théâtre avec tous les branchages où il joue des pièces est fait avec du bois ramassé. Ça, c'est en revanche des compagnons de France
qui sont venus construire à l'ancienne un hangar aux zadistes qui avaient besoin d'un hangar, avec, il n'y a pas de pièces de métal, même les chevilles sont en bois. Et il y a donc cette dimension à la cabane stratégique, donc on va dire politique, de combat, cette dimension presque philosophique d'écologie, de respect de l'environnement. Il y a aussi le style particulier de ces cabanes qui est de les construire à plusieurs. C'est jamais la cabane d'une seule personne. Il y a des cabanes extraordinaires qu'on a vues, certaines qui, deux ou trois, si elles repassent, je vous les montrerai, deux ou trois qui sont l'œuvre d'un gars, on dit ah mais ça c'est la tour d'Alex, ah ça c'est le cabaret, c'est Alex qui l'a fabriqué. Donc je me suis mis à chercher cet Alex que j'ai trouvé à un moment, on l'a vu tout à l'heure debout devant sa cabane, ou des choses à la juste des œuvres, des trucs comme ça à la Tarkovsky, ou à la Mad Max, parfois aussi, on pense à ça dans cet univers. Et cette personne qui avait fait les cabanes les plus extravagantes, qui tenait parfois des très très hautes, de guingois, et qui tenait en l'air, il logeait dedans au dernier étage. Ça c'est un artiste qui va faire une cabane avec 30 ans d'œuvre, 30 ans de ses peintures, et y mettre le feu sur la ZAD. Un acte artistique absolu. Il a dit, ce que j'ai peint, je l'ai peint, je veux avancer dans mon art, je ne veux pas être ralenti, avoir tout ça dans mon sac. Voilà. Et ça, c'est l'avion qui a été construit pour la fête de l'abandon, quand ils ont appris que l'aéroport allait être abandonné. Il n'avait pas l'architecte, l'avion il s'est écrasé, en fait, il devait tenir en l'air. Enfin, plus haut que ça sur le sol. Et ça, c'est donc donc au mois de février de l'année dernière, quand le Premier ministre a annoncé que, qu'ils avaient gagné et qu'ils abandonnaient le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Je vous parlais, voilà, une des constructions qu'on vient de voir, d'Alex. Donc au bout d'un moment, j'ai parlé avec lui et je lui ai fait, mais c'est incroyable, ce que tu fais, on le reconnaît entre mille, c'est quoi ton style? Il m'a dit, mais mon style, c'est de faire travailler tout le monde à la construction. De ne pas faire les choses seuls. De laisser tous ceux qui veulent participer à la construction d'une cabane et qui ont peut-être jamais planté un clou de leur vie, et de leur dire, allez-y. Alors il leur donne 2 ou 3 conseils, mais il les laisse faire. Quand il voit que ça risque vraiment de s'écrouler, il rajoute un truc ou l'autre et il les conseille un petit peu, mais il les laisse faire. Et il m'a répondu, mon style, c'est le travail collectif. Ces cabanes sont la matérialisation de l'esprit de la ZAD. C'est-à-dire que les choses, on les fait ensemble. Et la joie qu'il y a d'être ici, c'est une joie de tout faire ensemble. Une joie qui est loin de la... Comparer ça à la déprime des fausses amitiés, des réseaux sociaux, tous ces trucs-là, c'est le plaisir retrouvé de construire et de lutter, parfois, ensemble. Et Puy Plu. Cette cabane s'appelle Puy Plu parce qu'elle est au cœur d'une châtaigneraie très très dense. Elle est très difficile à trouver. Et parfois on la voit, elle Puy Plu. Tout son nom. Voilà. Et construite uniquement avec des portes et des... Voilà le cabaret. Une des constructions d'Alex. Un des trucs qui m'interpelle aussi, la tour d'Alex, où il vit. Le cabaret aussi. J'arrive au départ sur cette zone et je vois que, bien entendu, quelles sont les premières choses que des gens qui vont du jour au lendemain vivre en pleine nature vont assurer. Mais c'est d'abord de s'abriter. Donc c'est vrai, les cabanes, le toit. Ensuite, c'est de se chauffer. Donc un poêle, du bois, des choses comme ça. Et puis c'est de se nourrir. Donc on cultive et on élève. Et quelle est la chose d'après, tout de suite après qu'ils construisent? C'est un théâtre. Le besoin d'histoire. C'est le premier besoin vital après le reste. Pour se réunir, pour se raconter leurs histoires, pour faire des pièces, pour... voilà. Et je me suis dit, ça c'est intéressant aussi. Il y a de tout. Il y a des yourtes, il y a une cabane construite là dans un hangar préexistant d'une ferme.
De la récup, évidemment, des cabanes à 2 étages. Mini-yourte pour ce garçon qui est quasiment né sur la ZAD. Voilà. Caravane augmentée d'une cabane. Des constructions belles, certaines rigoureuses, certaines complètement bordéliques. Chaque cabane est un portrait. Chaque cabane relève des choses que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire cette philosophie par rapport à la nature et au terrain, de respect de l'environnement, d'appartenir, et par ça, la notion politique et stratégique, la notion de travail ensemble, la notion collective, et puis aussi l'expression de chaque personne. Cela se nourrit, ça se laisser pousser un chou. Vous savez, un chou, normalement on le coupe, personne n'a jamais laissé pousser un chou. Mais quand on laisse pousser un chou, ça devient un arbre, comme vous l'avez vu. Et il faisait un repas chaque soir d'une feuille de chou, avec lequel il faisait une soupe et une potée. Et un chou peut vous nourrir à deux. C'est étonnant, des choses vraiment étonnantes. Voilà. Est-ce qu'on a déjà fait le tour des photos parce que je ne regardais pas? Non. Un étudiant en architecture qui faisait son travail de fin d'études sur la ZAD, mais qui ne pouvait pas dire à l'académie que c'était sur la ZAD parce que ça n'aurait pas été recevable. Donc il n'a pas pu le situer. Voilà. Les 100 noms, la fameuse cabane des 100 noms, totalement autosuffisante, une éolienne, des toilettes sèches. Regardez l'intérieur. Je ne vous parle pas de primitivistes qui vivent dans l'inconfort. Les 100 noms qui gênaient personne parce qu'ils n'étaient même pas sur une zone cultivable ou quoi que ce soit, qui ont été détruites en avril-mai 2018 par les forces de l'ordre. Il n'y avait aucune... ça avait été récupéré du Super U, je crois. Ouvert le dimanche matin. Voilà, il y a eu, lorsqu'il y a eu ces expulsions dont je vous parlais tout à l'heure, pour laquelle la préfète a trouvé le coup des fiches, il y a eu dans ces expulsions et ces destructions ce que j'ai appelé du vandalisme d'État dans le livre que j'ai écrit. Je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'une fois l'aéroport abandonné, il n'y avait plus de raison d'aller détruire tout ça. Il y a eu véritablement une expédition punitive. On n'a pas eu l'aéroport, vous allez voir ce qu'on va faire de vos cabanes. Il y a eu, hélas, ça. Et c'est très dommage parce que beaucoup, je pense que c'était Télérama qui avait titré à leur sujet les bricolos du futur. Beaucoup de ces bricoleurs, voilà, on arrive là, aux photos, et je pense que ce sont quasiment les seules qui existent, des tentatives d'expulsion, enfin des expulsions et des affrontements qui ont eu lieu en avril et mai 2018. Là, je suis quand même passé du moyen format au 24-36, mais toujours à l'argentique. La raquette de tennis, c'est pour renvoyer les grenades. Et on va se rendre compte que ça va être vraiment... ça va être vraiment violent en termes d'utilisation de grenades, les fameux... Alors eux aussi, hein, c'est des cocktails Molotov, ça. En termes de grenades dites de désencerclement avec quand même 30 grammes de TNT dedans qui envoient des éclats, c'est des trucs militaires, il faut voir les trous que ça fait dans le sol, c'est là qu'il y a des mains arrachées et des choses comme ça. C'est là que face aux gendarmes et au CRS, je vois une fille qui a 18 ans, qui s'approche des gendarmes et qui leur dit vous savez, on ne partira pas, moi je suis prête à mourir pour ce qu'on fait ici. Elle dit pour le monde qu'on nous propose de vivre en dehors, j'ai pas de motivation, je ne vois pas de projet de société, je ne vois pas de raison d'encourager ça. Ce qu'on est en train de développer ici, j'ai pas peur de mourir pour ça. Et j'ai jamais entendu ça. Voilà, ça c'est les restants des grenades. Voilà, on a fait le tour. Ça c'est le Rolleiflex en question. Ça c'est l'exposition à Apollonia.
Je vous laisserai. Et ça, c'est la couverture du livre dont je parlais à l'instant, et qui en fait, quand il y a eu cette exposition et qu'un éditeur, qui est un éditeur photo, Filigrane Édition, a voulu regrouper ces photos dans un livre, moi c'est un travail photographique, mon propos il est photographique. Mais ça n'empêche que sur le terrain, pendant ces 4 années, je noircis des carnets de notes. C'est-à-dire tous les jours, c'est des notes techniques. Qu'est-ce que j'ai photographié, quel diaphragme, quelle vitesse, à tel endroit, etc. Mais surtout revenir à tel lieu, à telle heure pour l'orientation du soleil, pour refaire la photo de la cabane comme je le voudrais. Et puis, je note aussi beaucoup ce qui m'arrive, ce que j'entends et ce à quoi j'assiste, pour ne pas oublier ces trucs-là. Mais ces carnets de notes n'avaient absolument pas vocation à être lus par quelqu'un d'autre et encore moins d'être publiés. Mais l'éditeur de ce livre a voulu, à la fin, retranscrire des extraits de ces notes. Et en fait, je me rends compte que, même si j'étais un peu réticent, il a eu parfaitement raison, parce que les photos seules ne permettent pas de tout comprendre. Je pense que les images que vous venez de voir depuis tout à l'heure, sans les explications que je vous ai données, elles ne permettent pas seules. Voilà pourquoi je pense que dans mes 2 métiers, l'image et le texte sont indissociables. Mais voilà un portrait de la ZAD que je vous ai brossé, et comme je disais tout à l'heure, j'ai peut-être pas été aussi bref que je l'avais promis, mais ce que je voudrais surtout vous donner, c'est l'occasion de pouvoir poser des questions, parce que je me suis rendu compte que lors des expositions, celle qu'il y a ici, une autre qu'il y a en Belgique, les gens ont beaucoup de questions à ce sujet-là, parce que ça n'avait jamais été expliqué ou montré de l'intérieur. Voilà, je suis à vous. Oui, on peut, hein. Si, non, il faut appeler au fond sur rendez-vous. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, tu restes dessus, là. Voilà. Mais moi aussi, je veux vous voir, donc... Ah bah, tu fous les autres, alors. Voilà. À côté. Ça va? Ok. Très bien. Donc, tu t'étais interrompu tout à l'heure au début, avec les premiers qui étaient là. Oui, je sais, je sautais du Coca Light. Parler de quoi? C'est la Belgique. The Belge. Vous parliez de quoi tout à l'heure? Mais tout à l'heure, on parlait de la perception qu'il y avait de Notre-Dame-des-Landes, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, comme quelque chose qui est terminé. Or, aujourd'hui, et là, on va s'éloigner de l'architecture, on est plus dans la politique. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ça continue. À peu près la moitié de la ZAD a été évacuée, mais l'autre moitié est toujours occupée, et cette fois légalement avec des baux de fermage de 9 ans, par ces gens-là, qui sont venus et qui ont conquis ces terres par la lutte. Juste pour que vous vous rendiez compte, c'est un précédent dans l'histoire de France. À part au Chiapas, au Mexique, où des zapatistes ont par la révolution pris des terres, confisqué des terres, et comme paysans soldats les ont défendus et les cultivent. Ici, on se retrouve dans un cas où, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que ces affrontements, vous avez vu tout à l'heure, qu'est-ce que je fais? Oui, parce que je pensais vous remettre la vidéo, mais sinon, ça va distraire. Sans le son, sinon? Ou je la mets sans le son? Ouais, pourquoi pas. Mais ce dont tu parles, c'était des terrains publics. Les terrains privés restent aux privés, aux agriculteurs. Alors, c'est le domaine public qui finalement a été privatisé confisqué par des zadistes. Ouais. C'est ça? Je te réponds tout de suite. On va remettre. Hop. Continuez la lecture. Continuez. On la remet au début. Hop.
Où est-ce qu'on monte l'écran? Ici. Voilà. Et on baisse le son. Qu'est-ce qui se passe en termes de propriété des terres? À partir du moment où la zone d'aménagement différé permet les expulsions, les terres sont rachetées par l'État, techniquement par le département de Loire-Atlantique. Et puis, tous les contrats étant signés avec Vinci, l'État, le département, vend les terres à Vinci. Pas seulement la propriété des terres, mais comme je vous le disais, la construction et l'exploitation de l'autoroute et du barreau routier autour. À partir du moment où Vinci ne peut pas jouir du bien qu'il a acquis, il se retourne vers l'État en disant qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je dois pouvoir construire un aéroport, on ne peut pas accéder au chantier. L'État, ces quelques opposants, ne vous inquiétez pas, on va les virer, bon, ils n'arrivent pas à les virer. Et puis, avril-mai 2018... Non, stop, je me permets de t'interrompre. Et pendant quasiment 10 ans, tous les grands marchés et tous les grands projets en architecture sont attribués aux équipes constituées avec Vinci. Et tous les architectes malins sont mis dans les équipes avec Vinci pour ramasser. Je vous signale par ailleurs que la place de l'Étoile à Strasbourg, la grande opération multicolore de l'âne, dont Macron vient d'inaugurer le maillon, c'est Vinci qui l'a fabriqué. Et la concession a été donnée à Vinci, et je ne vous dirai pas dans quelles conditions. Ben oui, parce que l'État est un peu penaud, et je suppose, dit à Vinci, attendez, le temps que ça s'arrange, on va vous donner d'autres trucs. Bon. Mais là, je parlais d'architecture, mais après, il y a les échangeurs autoroutiers, il y a les infrastructures. Vinci s'est gavé, de chez gavé, depuis 10 ans sur la plupart des marchés publics français. En compensation. Et avant même, parce que l'on savait déjà que ça ne se ferait pas. Donc tu me demandais pour la propriété des terres. Donc là où on en est, c'est que les terres appartiennent à Vinci. Vinci n'arrive pas à construire. Il y a tous ces conflits. Au bout d'un moment, le projet est carrément abandonné par l'État français. J'ignore dans quelles conditions il dédommage Vinci, mais c'est clair qu'il devra le faire ou qu'il l'a fait d'une façon ou d'une autre. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les terres retournent, les terres acquises par Vinci, retournent à leur précédent propriétaire. Le précédent propriétaire, c'est qui? C'est le département. Il y a d'ailleurs un conflit entre l'État ou la région et le département. On dit non, ça va, ah non, le précédent c'est moi. Ah non, donc ils ont dû vraiment suivre les minutes de la progression de chaque truc pour savoir que en fait, ces terres appartenaient au département. Le département, donc, c'est lui qui fait évacuer, avec les décisions de l'État, essaye de faire évacuer en avril-mai 2018. Ces combats, comme je vous disais tout à l'heure, atteignent une telle violence que, par peur qu'il y ait des morts, il faut trouver un moyen d'arrêter pour l'État, mais sans perdre la face. Ils ne peuvent pas se retirer. Ils ne peuvent pas non plus... ils n'arrivent pas à évacuer les personnes, donc il faut trouver un moyen. C'est là que je vous dis que la préfète invente des fiches individuelles. C'est quoi? C'est un formulaire qui existe. Vous trouverez ça nulle part en droit français ou par rapport au foncier. C'est un document qu'elle invente, mais dans l'urgence, pendant les combats, pour dire voilà, ceux qui soumettent un projet agricole ou fermier ou bio, peu importe où, ceux qui soumettent un projet individuel et qui se déclarent, on va peut-être leur donner une convention d'occupation précaire. Grand schisme au sein des zadistes, parce qu'une grande partie des zadistes disent c'est une brèche, il faut s'engouffrer dedans, on va réussir à être malin après, mais il faut sauter là-dessus. Et d'autres zadistes disent mais pas question, ils veulent nous faire rentrer dans le rang, ils veulent nous faire nous officialiser, c'est tout ce qu'on ne veut pas, notre ennemi c'est le système, c'est l'État, on se bat jusqu'au bout. Sauf que là on voit dans les différentes façons d'appréhender les choses qu'il y a vraiment des formes de pensée différentes. Se battre jusqu'au bout, ça veut dire quoi?
ils ne vont pas tenir les zadistes, militairement, il ne faut pas se leurrer. On aurait été en Chine ou en Russie, le problème, la ZAD n'aurait même pas existé. Voilà, il y aurait eu 15 morts et les autres seraient rentrés chez eux et personne n'en aurait parlé. Donc on est en France, il faut quand même attention à ne pas avoir donc un deuxième Galifresse. Mais en attendant, pendant ces combats en avril-mai 2018, tous les matins, il y a des compagnies de CRS tout frais, tout propres, qui ont bien dormi la nuit qui arrivent. Les zadistes, eux, ce sont les mêmes. Là, ils sont peut-être 300, 400 parce que des gens sont venus les aider. Ce sont les mêmes qui se battent toute la journée, qui, la nuit, recreusent les tranchées que les bulldozers des forces de l'ordre ont rebouchées pendant la journée, reconstruisent les barricades que les forces de l'ordre ont évacuées avec des VAB et des pelleteuses pendant la première moitié de la nuit, et pendant la deuxième moitié de la nuit, ils font la fête et ils picolent. Donc c'est clair que eux ne sont pas remplacés, et donc c'est clair que ça ne va pas tenir sur la durée. Donc ils se rendent compte de ça aussi, et ils se disent, profitons de cette main tendue, saisissons-la, et voyons ce qu'on peut faire. La préfète très maligne soumet des fiches individuelles. Les zadistes, même ceux qui sont d'accord de remplir un formulaire, disent, attends, on veut bien remplir un formulaire avec un projet, mais ici, le projet il est collectif, depuis 10 ans. Ce qu'on fait, ça ne tient que parce qu'on est ensemble. À mon nom, fait la préfète, je veux des fiches individuelles, un projet par personne, une fiche par projet. Et ça, en fait, le véritable visage du problème apparaît là-dedans. On va en reparler tout de suite. C'est que vous pouvez, vous, à titre individuel, décider de vivre différemment, hors système, de tenter quelque chose, même si c'est extrêmement subversif ce que vous faites, même si vous dénoncez des choses qui peuvent embarrasser le pouvoir, on vous laisse faire, une personne, on vous laisse faire. Il y a des gens qui écrivent des livres, il y a des livres en librairie aujourd'hui, avec des trucs qui sont dénoncés dedans, qui sont des bombes. Ça ne gêne pas. Par contre, l'aspect collectif, ça gêne. Ça veut dire que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, ça veut dire que c'est duplicable ailleurs. Et ça, il en est hors de question. Et ce petit détail de la fiche individuelle est extrêmement significatif dans le fait que l'État ne veut pas accepter, entériner une situation où il y a un collectif de personnes qui se sont organisées et donc une société qui fonctionne différemment. Donc les projets doivent être individuels. Là-dessus, les zadistes sont très malins, c'est que chaque projet individuel, ils l'interconnectent avec celui des voisins. C'est-à-dire que moi, je fais du pain parce que le machin fait du blé et parce que le truc a un four. Et moi, je suis férié parce que le machin... Donc, ils rendent des projets individuels, mais tous interreliés. Et donc, c'est impossible d'accepter un projet si on ne prend pas ceux d'à côté. Et donc, tous ceux qui ont rentré une fiche bénéficient de conventions d'occupation précaire, peuvent rester sur la ZAD et n'ont pas leur lieu de vie et leur habitat détruit. Tous ceux qui n'ont pas rentré ces fiches, tous ceux qui ont dit on ne transige pas avec l'État, tous ceux qui se sont dit on se bat jusqu'au bout, dans une pensée peut-être un peu nihiliste, romantique, mais qui savent très bien dans le fond que ça ne va pas tenir, ceux-là se font démolir des cabanes magnifiques et se font expulser. Et repartent avec une espèce de... Alors ça c'est une analyse qui n'engage que moi, mais une espèce de satisfaction de victime aussi, qui dit, voyez bien, le monde est pourri. Et qui revendique le fait d'appartenir aux perdants. Il y a un moment où il faut... Peut-être que stratégiquement, il faut parfois concéder des choses pour pouvoir avancer sur un projet. Ce qu'ont fait les zadistes qui ont rempli des fiches, qui ont eu les conventions d'occupation précaire, et qui aujourd'hui ont eu cette COP transformée en beau de fermage de 9 ans. C'est pour ça que je vous dis que c'est un précédent dans l'histoire de France. 500 hectares sur les 1200 de la ZAD, aujourd'hui, sont exploités légalement par des gens qui ont conquis ces terres dans l'illégalité et par la lutte. C'est plus précaire. C'est un bail de 9 ans. C'est un bail de 9 ans et qui est donc renouvelable, parce que aussi là-dedans, il y en a qui sont très politisés, très bien informés, qui vont exploiter tous les règlements fonciers, agricoles et autres pour dire attendez, nous on a préséance sur ce paysan-là ou celui-là parce que en fait ils se servent.
on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais ils se servent de règlements qui servaient à l'origine à protéger non pas les propriétaires des terres, mais les, comment est-ce qu'on appelle cela, les exploitants, les métayers, c'est-à-dire les gens qui louent les terres, les agriculteurs. Et les agriculteurs qui ne sont pas propriétaires de leurs terres. Les lois à l'époque ont été faites en faveur de ces gens-là pour éviter justement les grands propriétaires terriens. Et donc c'est l'occupant des terres, c'est le locataire des terres qui a, qu'on ne peut pas mettre dehors, qui a des droits de préemption, de ceci, de cela, ou de précédent. Mais aujourd'hui, en fait, la plupart de ces gens-là, c'est des grandes exploitations industrielles. Et donc ce sont les mêmes règlements qui ont été détournés par les zadistes à leur propre profit. Oui, est-ce que tu as une idée du nombre de zadistes par rapport aux 300 de l'origine qui restent aujourd'hui sur la... Aujourd'hui, il en reste sur place, il y en a à peu près 250 dans une vingtaine de lieux de vie différents. Aujourd'hui, il y a de nouveau, et puis il y avait des articles encore dans le Figaro et autres il y a quelques jours, on parle toujours de la ZAD aujourd'hui parce qu'il y a un conflit entre, justement au sujet de l'attribution des 700 hectares ou des 900 hectares qui restent, qui, dans le principe, devaient être donnés à des gens qui allaient faire de l'agriculture respectueuse de l'environnement, des petites exploitations et des choses comme ça, et qui sont en fait récupérés pour de l'extension de déjà grandes exploitations agricoles, ce qui était complètement à l'inverse de ce qui avait été négocié au moment des décisions. Donc conflit entre les CSEA, zadistes, départements et autres. Et il y a le 26 octobre, je vous dis ça si vous n'avez rien à faire ce week-end-là, le 26 octobre, il y a un grand rassemblement sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, justement parce que les zadistes voudraient attirer l'attention, communiquer au sujet de ce qui est en train de se passer maintenant là-bas. Mais c'est un grand rassemblement évidemment festif chez eux, avec une exposition photographique. Je passerai prendre les tirages, puisque l'expo se termine à Apollonia le 22, je les emmènerai là-bas. Et donc, si un jour quelqu'un veut passer par là pour voir de ses yeux ce que c'est devenu et discuter avec ces gens qui sont là depuis le début et qui peuvent vous en parler très très valablement, le 26 octobre, c'est pas une mauvaise date. Oui, pardon, je vous en prie, prenez la parole sans... Je voulais juste poser quelques petites questions. Je voulais savoir à peu près combien de temps vous étiez resté à chaque fois que vous alliez prendre des photographies. Aussi, ça a été quoi la réaction des habitants quand ils ont su que vous alliez publier un livre avec ces photos? Est-ce qu'il y a eu vraiment des rejets ouverts, des gens qui n'étaient pas d'accord pour que ça se soit publié et après vendu? Je ne sais pas si l'ouvrage est gratuit. Et la dernière question, c'était un peu l'impact que ça a eu sur votre engagement personnel. Alors, libre-vous de... Mais c'est trois très bonnes questions. Alors, la première, je vais répondre par la première, ça va être la plus courte. J'y suis allé en 4 ans et demi, j'y suis allé 17 fois, des séjours entre 5 jours et 2 semaines. Je ne pouvais pas rester beaucoup plus en raison de mes autres obligations, mais aussi, à partir d'un moment, j'ai arrêté d'aller crêcher à Nantes chez un copain qui avait un appart, qui me prêtait son canapé, et j'ai commencé à habiter en cabane et à rester sur la ZAD, et ça a changé aussi beaucoup de choses. Le fait d'être là le soir, d'être là le matin, tout le temps là, de faire partie de ça, même si j'en faisais pas partie, mais en termes de temps de rester là, ça a aussi changé les choses d'un point de vue photographique également. La deuxième question, c'était au sujet de la publication du livre. Ah oui, ça a créé des tensions avec les personnes. Mais c'est-à-dire qu'au départ, quand je prends ces photos, tous me demandent, oui, mais c'est pourquoi faire? Et je dis, mais je ne sais pas. Parce que c'est vrai, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire de ces photos. Je sais que je dois les faire. Je ressens l'urgence de photographier ça. Et je ne sais pas si un jour ça fera une exposition, un livre. Ce que je sais, c'est que ça n'ira pas dans la presse.
ce serait antinomique avec ce dont la ZAD a souffert et ce qu'il faut montrer. Justement, il faut faire quelque chose de différent avec ça. Et quand je me suis rendu compte au bout de 4 ans qu'il y avait un corpus photographique qui permettait de montrer ce travail et que j'avais l'envie de montrer ce que moi j'avais vu pendant 4 ans, et j'avais beau expliquer autour de moi, personne ne comprenait, l'image du zadiste caricatural restait la même, je me suis dit le bon outil c'est un livre et une exposition. Donc il a fallu trouver un éditeur, ce que j'ai fini par faire, Filigrane Édition, c'est un très très bon éditeur, et par avoir non pas un mais 2 projets d'exposition. À ce moment-là, quand je disais à l'époque, je ne sais pas ce que je fais, si un jour je fais quelque chose avec ces photos, je vous préviendrai. Donc me voilà tenu de respecter mes engagements. Je suis donc retourné sur la ZAD avec des formulaires, pas des fiches de la préfète, mais un formulaire quand même. C'est pas le genre à signer des documents, hein, les zadistes. À marquer lui, à prouver sur un truc, à sortir une carte d'identité. Mais seulement, d'abord, d'un point de vue d'honnêteté personnelle vis-à-vis d'eux, je voulais les prévenir et leur demander leur accord. Et me dire ceux qui ne voulaient pas que j'utilise leurs photos, ben, je l'aurais respecté. Et puis, moi, ça me suffit. Mais ça ne suffit pas à un éditeur et à une salle d'exposition qui veulent une autorisation signée. Pour moi, la poignée de main suffisait, mais il faut quand même des documents. Donc, je me suis pointé là avec des documents à signer. Et à ma grande surprise, il n'y en a aucun qui a refusé d'être dans le livre ou dans l'expo. Et ils ont tous accepté de signer le papier en disant ce que tu as fait c'est important, voilà, si on peut aider à ce que ça soit publié. Je ne m'attendais pas à ces réactions-là. Donc ça c'était très très bien. Il y en a juste certains qui ont dit tu ne mets pas mon nom, tu mets un autre nom. Et dans ce cas-là, dans le formulaire de l'autorisation, ils précisaient quel prénom ils voulaient que j'utilise. Je leur ai prié de ne pas choisir Camille, parce que vous savez que le prénom des zadistes, chaque fois qu'ils parlaient à un journaliste ou qu'ils témoignaient quelque part, le prénom c'était toujours Camille. C'était à la fois féminin et masculin, et donc tous les zadistes s'appelaient Camille en fait. Donc là, les légendes, elles auraient toutes été les mêmes, Camille avec Camille, la cabane de Camille. Donc je leur ai demandé quand même soit leur vrai prénom, soit un autre prénom que Camille. Sur le plan économique, c'est drôle parce qu'un jour, il y a un zadiste qui m'a pris à partie en disant « On ne veut pas que tu fasses des photos, on n'est pas des bêtes de cirque, ici on est hors système, on ne veut pas rentrer dans le système de l'après, le truc, des machins, etc. Et puis, si jamais tu publies ces photos, qu'est-ce qu'on va toucher, nous, là-dessus? Comment on partage ?» Tiens, on tombe dans le système. Mais en fait, j'ai joué carte sur table, j'aurais montré ce que c'est que l'économie d'un livre photo. Ça tire à 900 exemplaires, ça coûte au-delà ZAD à faire, et ça rapporte rien. L'éditeur, il ne sait même pas s'il va rentrer dans ses frais, et il a dû travailler en coproduction avec le musée de la photographie à Charleroi en Belgique, qui lui a acheté une partie du tirage, et les droits d'auteur sur un livre de photographie comme ça, c'est 7%. Ça veut dire, comme ça, un livre à 30 €, ça veut dire 2 € par livre vendu, une fois que le compte de l'éditeur est amorti, c'est-à-dire que je n'enverrai pas la couleur. Voilà, donc ils savent très bien que ça n'a pas été fait dans un but lucratif. Voilà, donc, et puis la troisième question, c'était quoi? C'était comment ça avait touché votre développement personnel, en fait, recul sur la date, ça a changé beaucoup de choses pour vous, alors est-ce que c'était juste un passage de vie, et maintenant, voilà, vous êtes que... Ah bon, il était de droite. Ça, non. Dans l'extrême droite. Non, il est d'extrême droite. Évidemment que ça a changé beaucoup de choses. C'est drôle, il y a un zadiste qui m'a dit un jour, tous les gens qui sont ici, ils sont ici parce qu'ils sont en rupture. Chacun pour des trucs différents, même certains ne le savent pas, ils vont s'en rendre compte qu'après, mais les gens qui sont ici sont des gens qui sont en rupture. Et c'est drôle parce que ça correspondait à une période de ma vie où il y a eu d'autres ruptures. Et donc je pense qu'il y avait
peut-être un état d'esprit qui me faisait m'intéresser à l'autrement. Mais pour être plus concret, oui, ça m'a vraiment interpellé. Notamment, il y a plusieurs choses sur la dignité, sur la notion de partage, sur le fait que, en fait, j'ai vu beaucoup de gars là, de gars et de filles, qui, dans la ville, sont des... comment est-ce qu'on pourrait dire c'est pas des pauvres, c'est pas des marginaux, sont des précaires. Parce que pour se trouver à loger, pour trouver un appartement, il faut des fiches de salaire, c'est de plus en plus difficile que pour avoir des fiches de salaire, il faut un boulot. Trouver du boulot aussi, c'est difficile actuellement, même pour des gens qui sont compétents, parce que trop vieux ou trop jeunes, ou pas voilà. Et là, j'en ai vu qui construisaient leur maison et qui avaient immédiatement un rôle important et utile vis-à-vis des autres. Et qui me disaient, c'est fou, on n'est pas pauvre, on est riche de ce qu'on sait faire, de ce qu'on sait construire. C'est cette organisation à l'extérieur qui fait de nous des pauvres et qui nous met dans la précarité. Si on veut construire soi-même son propre logement, mais là on va rentrer, je ne sais pas si vous connaissez Raoul Vaneigem ou des philosophes ou des gens comme ça, on nous revend ce qui nous appartenait en fait. L'eau, la nourriture, l'habitat, c'est des choses qui sont accessibles gratuitement à tout le monde. Mais ça a été... ça pose des questions assez profondes sur le système, mais une des choses, en effet, qui m'ont changé, ou qui, du moins, ont complètement ébranlé mes convictions, c'est déjà ça. C'est cette notion de précarité et de dignité. La deuxième chose, c'est la violence. Pour moi, la violence, c'est quelque chose de totalement inacceptable. Et c'est de toute façon un constat d'échec. Et j'ai toujours été convaincu de ça. Grand débat sur la ZAD entre violent et non violent. Cours de désobéissance civile et d'action non violente. Je participe à des trucs comme ça uniquement pour entendre et voir ce qui se passe. Le soir, après les cours, où on nous apprend qu'il ne faut pas faire d'action violente parce qu'à ce moment-là, quand on passe aux médias, que ce soit pour protéger un lieu contesté, dès qu'on a été violent et qu'on a cassé quelque chose, on a une mauvaise image, donc c'est très mauvais pour le mouvement, pour ce que vous voulez défendre, tout ça. Et puis le soir, discussion autour du feu et d'autres zadistes qui font écoute pour eux, si tu arrives ici et que tu peux librement donner ces cours à tout le monde et qu'on a une paix royale, c'est parce qu'on a été violent au moment de l'opération César. C'est parce qu'on est violent qu'il n'y a pas d'aéroport. C'est parce qu'on a opposé une défense violente, déterminée, avec des boulons, des cocktails Molotov, et c'est parce qu'on a fait mal aux forces de l'ordre qu'elles n'osent pas revenir. Si on avait été non violent, on s'était juste enchaîné en attendant qu'on nous déloge pour que ce soit des images présentables à la télé, il y a longtemps qu'il y aura un aéroport ici. Donc si on peut discuter de ça, c'est parce qu'on a utilisé de la violence. Et là, question. Vraie question parce que... vraie question parce que c'est la différence entre la légalité et la légitimité. Si vous êtes confronté, prenons pas forcément la question de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais si vous êtes confronté dans une société à laquelle vous participez en respectant les règles, c'est le fondement d'une société, c'est le civisme. Vous participez dans une société, à une société, et vous voyez tout à coup des choses qui se font, et vous êtes en profond désaccord avec ça. Mais parce que vous sentez que ce sont des choses qui sont mal, qui ne doivent pas se faire, qui vont à l'encontre du bien-être de la nation et des citoyens. Mais un gouvernement ou des gens au pouvoir, par collusion avec d'autres, ont décidé d'imposer ça. Là, il était question d'un Xème aéroport qui allait détruire une zone, un blocage, mais ça peut être, je vais prendre des cas vraiment extrêmes, ça peut être des régimes totalitaires qui décident d'exterminer des gens, de façon tout à fait légale, avec des lois. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est
très mal de vous opposer violemment, et d'ailleurs c'est illégal et vous allez être condamné si vous faites ça. Donc vous ne le faites pas, ou vous vous mettez dans l'illégalité, vous qui n'avez jamais voulu le faire, parce que vous pensez que c'est peut-être illégal, mais c'est légitime. Et ça, c'est des questions auxquelles je n'avais jamais été confronté en direct. Et la notion de la violence est une des choses que ça a un peu ébranlé en moi. Est-ce que parfois, c'est pas un moyen qu'il faut utiliser dans certaines circonstances? Voilà, c'est un vrai débat, hein, c'est un sujet de bac. La résistance peut-être aussi, parce que je ne sais pas comment tu... Oui, bah oui. La résistance demande une énergie opposée à celle qui... C'est comme dans... Oui, mais tu te mets dans l'illégalité. Et tu es obligé de donner moins autant d'énergie que ce qu'il y a en face. C'est comme ça que tient un journée. Et donc, si en face, il y a une violence d'État, c'est assez physiquement... C'est la nature, c'est même pas la raison. Il y a un texte que vous avez trouvé de Jean Genet qui s'appelle Violence et brutalité. Violence et brutalité, ça vaut la peine. Je pense qu'il avait écrit ça à l'époque de la bande à Bader ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ce travail et que j'ai sorti ce livre, il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui n'ont pas compris pourquoi je m'intéressais à ces clodos, à ces anarchistes. Il y a un ami qui m'a fait « Je vais venir m'installer et habiter dans ton jardin, on va voir si tu vas être d'accord. » C'était qui? Juste Jacquin. Tu vois? Le copain à Nantes, qui m'a hébergé pendant plus de 2 ans et qui travaille dans une banque, qui dirige 2 agences de banque à Nantes, et qui me parlait, mais enfin, ces aéroports, on en a besoin, ça va créer de l'emploi, ceci et cela, et c'est quelqu'un qui a totalement désapprouvé ce que je faisais. Et qui, je lui ai envoyé le livre, il ne m'a pas encore téléphoné ou écrit pour dire c'est bien, je sais très bien que pour lui, c'est un déni de démocratie. Ça avait été voté de déclaration d'utilité publique, le gouvernement disait que c'était bon, toutes les chambres de commerce étaient pour. À la fin, Hollande, avec la patate chaude, ne sachant pas quoi faire, a fait un référendum. Au moment où il fallait commencer les travaux, on va faire un référendum. Genre le truc qu'on fait au début, tu vois, pas à la fin. Et le référendum donne oui à l'aéroport, bien calculé localement et tout, mais il donne oui à... Alors, il me dit, attends, c'est quoi? C'est un déni de démocratie. Il y a 250 mecs violents qui sont là et qui empêchent un projet bon pour l'économie du pays de se faire. Est-ce que tu trouves ça normal? Voilà, donc... Oui, d'ailleurs, est-ce que tu trouves ça normal? Tu me poses vraiment la question? Je pense que ce n'est pas un problème de Loire-Atlantique ou d'aéroport pour Nantes. Je pense que c'est une question, même pas d'aménagement du territoire, c'est une question de choix de société. Est-ce qu'on veut davantage d'aéroports? Est-ce qu'on veut davantage d'avions, de vols low cost, Voilà, tu as vu le traîner dans le ciel dans les photos tout à l'heure, est-ce qu'on veut davantage de ça? Est-ce que il faut continuer à aller... Je ne suis pas zadiste, hein, je ne vais pas retourner... manger bio à Notre-Dame-des-Landes, mais est-ce qu'on veut beaucoup, vite, mal, de tout, de plus en plus? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut penser à une autre qualité de vie et une autre façon de vivre et de consommer et d'être que dans le toujours plus? Parce que là, ça va créer des emplois, ça fait un aéroport en plus. Oui, on continue à souffler dans le ballon. Ça va toujours, il faut toujours souffler. On ne sait pas à quel moment il va péter ou pas, mais tout le monde... La grande différence entre aujourd'hui et on a comparé ça avec les histoires du Larzac et tous les trucs, même vos parents n'étaient pas nés, je crois. Il y a une grande différence, c'est qu'aujourd'hui, les difficultés qu'éprouve le système économique dans lequel on est, et les difficultés écologiques auxquelles nous allons être confrontés, aujourd'hui, ce n'est plus une question de j'y crois ou j'y crois pas. Tout le monde le sait. Tout le monde voit ce qui se passe économiquement, tout le monde voit les crises à venir,
tout le monde voit une très petite partie de la population qui accumule des richesses comme ça n'a jamais existé dans l'histoire, et une partie de plus en plus grande qui est assujettie à ça, qui est précarisée, qui est presque en esclavage dans plein de pays. On sait que, comme on dit à Bruxelles, ça ne sait pas durer, continuer, rester éternellement. Voilà, on sait que ça ne peut pas continuer. D'un point de vue écologique, n'en parlons pas. Voilà, là aussi, on a des... en termes de conséquences, on ne sait même pas si on peut encore arrêter cet emballement. Et la grande différence qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on ne discute pas sur la probabilité d'avoir des problèmes et donc peut-être la nécessité de trouver autre chose. Tout le monde sait qu'il va y avoir des soucis. Donc maintenant, la question, c'est quelle solution? Et là, je ne sais pas si les zadistes à Notre-Dame-des-Landes apportent les bonnes réponses, mais ils posent des bonnes questions et au moins ils ont expérimenté des choses. Voilà. Oui. Justement, qu'est-ce qu'il y a eu comme différence à partir du moment où tu as vécu sur place dans les cabanes? Parce que tu en as parlé un petit peu, tu as dit que ça avait changé ton regard, mais comment, au jour le jour, ça a changé ton mode de vie? Et est-ce que, par exemple, tu pourrais y vivre, je ne sais pas, un an comme ça? Ah, d'abord, c'est... Je peux enlever ça, non? D'abord, c'est super agréable de dormir en cabane, dans la nature. Voilà, là, c'est pas un rêve d'enfant, c'est vraiment quelque chose de... Ceux qui vivent là vivent bien, en fait. Et d'un point de vue de confort aussi, on n'a pas besoin de 36 000 trucs. C'est à toi que j'ai conseillé ce livre tout à l'heure, là. Un truc vraiment chouette à lire et très court, qui s'appelle La vie en cabane de David Lefebvre. Ça englobe tous les aspects, y compris même architecturaux, de la signification de la cabane. Ce que ça change dans mes rapports avec les gens et dans ma façon de prendre des photos, c'est que je suis là tout le temps. Donc ça veut dire que même à l'heure où il n'y a plus assez de lumière pour faire des photos à l'argentique, et où je rentrais à Nantes, parce qu'il n'y a plus d'objets parce que je reste là, et donc du coup je me retrouve invité à dîner, à gauche, à droite, tiens, viens, on se fait une bouffe, viens. Alors, parfois c'est chez les véganes, c'est super, ils savent que je ne mange pas de gluten, ils font tous des trucs, avec du sarrasin, parfois c'est chez les friganes, voilà, il faut s'habituer un peu. Vous savez ce que c'est les friganes? Ils mangent ce que jette la société, et uniquement, ils se nourrissent uniquement avec ce que la société jette. Donc c'est les poubelles des grands magasins, les poubelles tout court, des socialistes, etc. C'est un acte politique de démontrer qu'il y a moyen de nourrir une partie de la population avec ce que jette à la poubelle le pain. Alors il ne faut pas trop regarder les dates de péremption, mais comme souvent il fait noir et qu'on est éclairé par la lumière du feu, on ne voit pas trop ce qu'on voit. Je ne vais pas rentrer dans des détails voilà, mais j'ai pas trop été malade. Ça change aussi le fait que on va faire ça, est-ce que tu viens nous donner un coup de main? On doit changer ces 3 vaches de près. La nana, elle me dit, est-ce que tu veux, toi, faire avancer les vaches? Parce que moi, je dois ouvrir les fils pour qu'elles aillent dans le bon pré, qu'elles ne se retrouvent pas sur la route et tout. J'avais conduit une vache de ma vie, moi. Donc, c'est énorme comme bête. J'ai aucune autorité. Elles profitent que ce soit quelqu'un qui ne savent pas prendre pour les brouter là où elles ne peuvent pas. Je ne sais pas si je peux taper dessus ou pas. J'arrive finalement à faire avancer ces vaches et à rejoindre la nana qui m'attendait avec le câble ouvert à l'autre près. Et j'arrive vachement fier, quoi, quand même. Je n'ai jamais fait ça. Et j'arrive tout fier. Elle me fait, ah, où est la 3e? Et en fait, j'avais perdu une vache. J'avais perdu un tiers du troupeau. Voilà. On fait des trucs, quand on fait des trucs comme ça, mon appareil photo, il reste dans mes sacs. Parfois, je ne sors pas mon appareil photo de la journée. Je suis avec les gens. Ce que ça change, c'est qu'alors, quand on est en train de faire quelque chose comme les foins que tu as vus ou des trucs, au moment où je sors mon appareil photo, il n'y a plus personne qui fait attention. Tu fais partie de quelque chose et tu fais à un moment un pas de côté et tu vas photographier la chose que tu veux. Et
non seulement les gens ne changent pas de comportement, mais ils ne posent pas non plus. Et là, tu peux avoir des images que tu ne peux pas avoir ailleurs. Donc ça change ça, le fait de loger sur place, mais ça veut dire le fait de vivre sur place. Et tu avais déjà fait un travail sur les cabanes de Bruxelles? J'avais fait un travail sur les cabanes de potager urbain, c'est ce qu'on appelle les jardins ouvriers, sauf qu'à Bruxelles, c'était pas du tout administré, ou c'était simplement quand il y avait un terrain vague entre la voie ferrée, le boulevard et la barre d'immeubles, ben, il y avait quelques personnes, des chômeurs ou des retraités qui allaient cultiver leurs 3 carrés de légumes, de poireaux, de pommes de terre, et ces cabanes m'inspiraient parce que elles étaient faites de briques et de brocs, et chaque cabane était un portrait en fait. Avec le méticuleux, le méditerranéen, le bordélique, l'anglais avec les dentelles aux fenêtres pour sa cabane à rapide, et voilà, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y avait déjà eu une notion de lutte à l'époque, parce que, mais ça c'est une autre histoire, ces potagers sont menacés, c'est-à-dire que les administrations communales, les services de l'urbanisme disent que ces lieux sont indispensables dans le maillage urbain, ces zones vertes où non seulement des gens peuvent cultiver des trucs, mais surtout les gens peuvent marcher, se croiser, se rencontrer, discuter, et qu'il faut tout faire pour les préserver. Mais dès qu'il y a encore une fois, il y a une possibilité de contrat, de construction de trucs immobiliers, ils vendent et ils prennent, et donc tous ces gens sont expulsés. Voilà. Vous avez été extrêmement patient, à une heure où vous devez avoir très faim. Je suis très touché par votre attention. Merci beaucoup.